Et si le vrai secret du succès n'était pas la motivation soudaine, mais l'élan que vous construisez chaque jour? Beaucoup de personnes commencent fort, puis abandonnent, pas par manque de talent, mais par manque de constance. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment créer une dynamique puissante et rester motivé jour après jour, même quand l'envie disparaît. Ce que vous allez entendre peut littéralement transformer votre façon de travailler, de penser et d'avancer dans la vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière idée pourrait être celle qui change tout pour vous. Leçon 1. Comprendre ce qu'est vraiment la motivation. La grande illusion de notre époque est de croire que la motivation est une condition préalable à l'action. Nous avons été conditionnés à penser que nous devons ressentir une envie brûlante, une sorte d'inspiration divine ou un éclair d'énergie pure avant de pouvoir nous mettre au travail. C'est un mensonge séduisant, mais dangereux. En réalité, la motivation n'est pas l'étincelle qui allume le feu, elle est la chaleur que le feu dégage une fois qu'il a commencé à brûler. Attendre de se sentir motivé pour agir, c'est comme se tenir devant un poêle à bois éteint et lui dire « Donne-moi de la chaleur et ensuite je te donnerai du bois ». Cela défie les lois de la physique et de la psychologie humaine. Sur le plan neurobiologique, notre cerveau est conçu pour conserver l'énergie. Il perçoit tout effort nouveau ou difficile comme une menace potentielle pour son homéostasie. Par conséquent, si vous attendez passivement que votre cerveau vous envoie un signal chimique de motivation pour entreprendre une tâche difficile, vous attendrez indéfiniment. Le cerveau préférera toujours la sécurité de l'inaction ou la gratification instantanée. C'est pourquoi le démarrage est l'étape la plus critique. La résistance mentale est à son apogée juste avant le début de l'action. C'est ce moment précis où l'inertie vous cloue sur place, vous murmurant qu'il serait plus agréable de remettre cela à demain. Le secret réside dans le principe de l'activation comportementale. L'action n'est pas seulement l'effet de la motivation, elle en est aussi la cause. C'est une boucle de rétroaction. Lorsque vous vous forcez à faire un petit pas, même minime, vous envoyez un signal à votre cerveau que vous êtes en mouvement. En réponse, votre cerveau commence à libérer de la dopamine, ce neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense, qui agit ensuite comme un carburant pour continuer. Vous ne vous sentez pas motivé pour agir. Vous agissez pour vous sentir motivé. C'est un changement de paradigme fondamental. Vous devez devenir le créateur de votre propre élan, et non le consommateur passif d'un sentiment éphémère. Considérez la motivation comme un muscle plutôt que comme une émotion. Comme tout muscle, elle s'atrophie si elle n'est pas sollicitée et se renforce avec l'exercice. Chaque fois que vous agissez sans en avoir envie, vous entraînez votre volonté. Vous prouvez à vous-même que vous n'êtes pas esclave de vos humeurs passagères. Il y a une puissance incroyable, à savoir que votre capacité à produire des résultats n'est pas dépendante de la météo, de votre niveau de fatigue ou de votre état émotionnel du moment. C'est la différence entre un amateur qui attend l'inspiration et un professionnel qui se met au travail simplement parce qu'il le doit. Le piège du perfectionnisme joue également un rôle majeur dans la paralysie de l'action. Souvent, nous n'agissons pas parce que nous avons peur de mal faire. Nous attendons que les conditions soient parfaites, que nous ayons toutes les informations, que le moment soit idéal. Mais le moment idéal n'existe pas. Commencer imparfaitement est infiniment supérieur à attendre la perfection. Une action imparfaite crée des données, de l'expérience et du mouvement. L'inaction parfaite ne crée rien d'autre que du regret et de la stagnation. Il faut accepter que le brouillon est nécessaire pour aboutir au chef-d'œuvre. Votre première tentative sera peut-être médiocre, mais elle brisera la glace de l'inertie. Il est crucial de comprendre que la motivation est cyclique et non linéaire. Elle ne sera jamais constante. Il y aura des sommets d'enthousiasme et des vallées d'apathie. Si vous basez votre stratégie de vie uniquement sur les sommets, vous échouerez inévitablement lors des traversées des vallées. En revanche, si vous comprenez que l'action mécanique, le simple fait de bouger, d'écrire, de courir, de créer, est le levier qui permet de sortir des vallées, vous devenez inarrêtable. Vous cessez de négocier avec vous-même. Vous comprenez que le sentiment de motivation est un luxe,
un bonus agréable, mais qu'il n'est absolument pas nécessaire pour avancer vers vos objectifs. Finalement, la motivation est une récompense pour ceux qui ont le courage de commencer. Elle attend de l'autre côté de l'effort initial. Plus vous agissez, plus vous accumulez de petites victoires. Ces victoires nourrissent votre confiance en vous et changent votre identité. Vous passez de quelqu'un qui a du mal à se motiver à quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. C'est une transformation identitaire puissante. Ne cherchez pas la motivation à l'extérieur, dans des vidéos inspirantes ou des discours grandiloquents. Cherchez-la au bout de vos doigts, dans le mouvement de vos jambes, dans l'action concrète et immédiate. Commencez petit, commencez maladroitement, commencez avec peur, mais commencez maintenant. Leçon 2. Créez des habitudes simples et quotidiennes. La réussite spectaculaire est rarement le fruit d'un événement unique et cataclysmique, mais plutôt l'accumulation silencieuse de milliers de petits gestes invisibles. Nous vivons dans une culture qui glorifie les résultats rapides et les transformations radicales, ce qui nous aveugle sur la véritable mécanique du succès, les habitudes. Le concept de momentum ou d'élan vital repose entièrement sur la régularité. Une habitude n'est pas simplement une action répétée, c'est une architecture mentale qui automatise le succès. Lorsque vous transformez une tâche difficile en habitude, vous réduisez la charge cognitive nécessaire pour l'accomplir. Vous libérez de l'espace mental pour la créativité et la résolution de problèmes plus complexes. L'erreur fondamentale que font la plupart des gens est de viser trop haut, trop vite. Ils s'appuient sur l'intensité plutôt que sur la constance. Ils décident de courir 10 km alors qu'ils n'ont pas couru depuis des années ou d'écrire un livre en un mois. Cette approche est vouée à l'échec car elle nécessite une volonté surhumaine, une ressource qui s'épuise rapidement. La clé est de réduire la barrière à l'entrée. Une habitude doit être si petite au début qu'il est impossible de dire non. 5 minutes de lecture, une seule pompe, écrire 2 phrases. Ces micro-actions semblent insignifiantes, isolément, mais elles sont les graines d'un arbre gigantesque. Elles contournent la résistance du cerveau au changement. Pensez aux intérêts composés en finance. Un petit capital investi régulièrement à un taux modeste finit par surpasser une grosse somme investie une seule fois. Il en va de même pour le développement personnel. Une amélioration de 1% chaque jour peut sembler imperceptible sur le moment. Vous ne verrez peut-être aucune différence notable au bout d'une semaine ou même d'un mois. C'est ce qu'on appelle la vallée de la déception latente. Cependant, sur une année, ces petites améliorations se composent mathématiquement pour aboutir à une transformation radicale. C'est la magie de la répétition. La goutte d'eau ne perce pas la pierre par sa force, mais par sa persévérance. Les habitudes sont également le vecteur principal de la confiance en soi. La confiance n'est pas un trait de caractère inné, c'est la réputation que vous avez avec vous-même. Chaque fois que vous promettez de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous érodez cette réputation. À l'inverse, chaque fois que vous exécutez une petite habitude, vous déposez un vote pour la personne que vous souhaitez devenir. Si vous écrivez tous les jours pendant 10 minutes, vous ne faites pas qu'écrire. Vous prouvez à vous-même que vous êtes un écrivain. Ces petites victoires quotidiennes créent une base solide de preuves, rendant le syndrome de l'imposteur de plus en plus difficile à maintenir. Il est essentiel de se concentrer sur le système plutôt que sur le but. Un but est une direction, perdre 10 kilos, tandis qu'un système est le processus quotidien, manger des légumes à chaque repas et marcher 20 minutes. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes buts. Ce qui les différencie, c'est la qualité de leur système d'habitude. Une fois le but atteint, la motivation peut disparaître, mais si vous avez construit un système d'habitude, vous continuerez à progresser. Les habitudes sont le filet de sécurité qui vous empêche de régresser lorsque la vie devient chaotique. Elles sont vos points d'ancrage. La création d'habitudes demande de la stratégie, pas seulement de la volonté. Utilisez des déclencheurs existants. Ancrez votre nouvelle habitude à une ancienne. Après avoir bu mon café, habitude existante, je méditerai 1 minute, nouvelle habitude.
Cela crée une chaîne neuronale forte. De plus, préparez votre environnement pour faciliter ces habitudes. Si vous voulez jouer de la guitare, ne la rangez pas dans son étui au fond du placard. Posez-la sur un trépied au milieu du salon. Réduisez la friction pour les bonnes habitudes et augmentez-la pour les mauvaises. Rendez le bon comportement le chemin de moindre résistance. Enfin, n'oubliez pas que manquer une fois est un accident, manquer 2 fois est le début d'une nouvelle habitude négative. La perfection n'est pas requise, mais la récupération rapide l'est. Si vous brisez la chaîne un jour, reprenez immédiatement le lendemain. Ne tombez pas dans le piège du tout ou rien qui vous fait abandonner complètement après un petit écart. La résilience dans le maintien des habitudes est ce qui sépare les amateurs des maîtres. Ce ne sont pas les jours où tout est facile qui comptent, mais ceux où c'est difficile et où vous faites quand même vos 5 minutes. C'est là que le caractère se forge. Leçon 3. Fixer des objectifs clairs et visibles. L'être humain est une créature téléologique, c'est-à-dire qu'il est orienté vers un but. Sans cible précise, notre énergie mentale se disperse comme de la vapeur. Un objectif clair agit comme une lentille grossissante, concentrant les rayons diffus de nos efforts en un point focal brûlant capable d'allumer le feu de la réalisation. Quand vous savez exactement où vous allez, la confusion disparaît. La fatigue mentale que nous ressentons souvent ne vient pas de l'excès de travail, mais de l'incertitude quant à ce qu'il faut faire ensuite. Un objectif flou comme « je veux réussir » ou « je veux être en forme » ne donne aucune instruction au cerveau. Il a besoin de coordonnées GPS précises. La clarté est une forme de pouvoir. Lorsque vous définissez un objectif avec précision, quoi, quand, combien, comment, vous activez le système d'activation réticulaire, SAR, de votre cerveau. C'est le filtre qui détermine ce qui mérite votre attention. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez d'acheter une certaine voiture, vous commencez soudainement à la voir partout? Ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est que votre SAR est maintenant programmé pour la repérer. De la même manière, lorsque vos objectifs sont clairs et visibles, votre cerveau commence à scanner inconsciemment votre environnement pour trouver des opportunités, des ressources et des chemins qui vous aideront à les atteindre. Vous commencez à voir des portes là où vous ne voyez que des murs. L'écriture est l'acte psychomoteur qui cristallise la pensée. Un objectif qui n'est pas écrit n'est qu'un souhait, une fantaisie éthérée. Le fait d'écrire vos objectifs engage différentes parties du cerveau et augmente la probabilité de leur réalisation. Mais ne vous contentez pas de les écrire une fois et de les oublier dans un tiroir. La visibilité est cruciale. Affichez vos objectifs là où vous les verrez constamment. Sur votre miroir de salle de bain, en fond d'écran de votre téléphone, sur votre bureau. Cette exposition répétée agit comme une forme d'auto-hypnose positive, renforçant constamment vos priorités et vous empêchant de dériver vers des distractions secondaires. La visualisation n'est pas de la magie, c'est de la préparation mentale. Les athlètes de haut niveau l'utilisent depuis des décennies, en visualisant non seulement le résultat final, mais aussi le processus et les obstacles potentiels, vous préparez votre système nerveux à l'action réelle. Visualisez-vous en train de faire le travail difficile, de surmonter le rejet, de résoudre le problème. Cela réduit l'anxiété liée à l'inconnu. Quand l'obstacle survient dans la réalité, vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu et vaincu mentalement, ce qui vous donne une assurance inébranlable. Il est également vital de décomposer ces objectifs massifs en étapes gérables. Un grand objectif peut être intimidant, voire paralysant. C'est comme regarder le sommet d'une montagne depuis la base. Le vertige peut vous empêcher de commencer. En découpant cet objectif en jalons trimestriels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens, vous rendez l'ascension possible. La question n'est plus « comment vais-je arriver au sommet ?», mais « quel est mon prochain pas aujourd'hui ?» Cette focalisation sur le processus immédiat, tout en gardant la vision globale en arrière-plan, est l'équilibre parfait pour maintenir la motivation sur le long terme. La clarté de vos objectifs vous permet aussi de dire « non ».
Dans un monde saturé d'opportunités et de sollicitations, la capacité à refuser ce qui n'est pas aligné avec votre vision est une compétence de survie. Si vous ne connaissez pas vos priorités, les priorités des autres rempliront votre agenda. Un objectif clair est un filtre décisionnel. Devant chaque demande, vous pouvez vous poser la question: est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? Si la réponse est non, l'élimination de la distraction devient rationnelle et sans culpabilité. Vous protégez votre temps et votre énergie pour ce qui compte vraiment. Enfin, vos objectifs ne doivent pas être gravés dans le marbre, mais dans le sable. La vie change, vous changez, et le contexte évolue. La rigidité peut être aussi dangereuse que le flou. Il faut savoir revoir ses objectifs, les ajuster, voire les abandonner s'ils ne correspondent plus à vos valeurs profondes. L'important est d'avoir une direction. Même si vous changez de cap en cours de route, le mouvement généré par l'objectif initial vous aura fait avancer. La clarté nourrit la motivation parce qu'elle donne un sens à la souffrance de l'effort. On peut supporter n'importe quel comment si l'on a un quoi et un pourquoi suffisamment clairs. Leçon 4. Gérer les jours sans énergie. Soyons brutalement honnêtes. La vie n'est pas une publicité Instagram où tout est facile, beau et inspirant. Il y aura des jours où vous vous réveillerez épuisé, découragé, vide. Des jours où le simple fait de sortir du lit ressemblera à l'ascension de l'Everest. C'est une réalité biologique et psychologique inévitable. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ne se joue pas les jours où tout va bien, mais précisément lors de ces jours sombres. Gérer les jours sans énergie est une compétence technique qui s'apprend, pas un défaut de caractère. L'erreur majeure est de penser que la performance doit être binaire. Soit je suis à 100%, soit je ne fais rien. C'est le piège du perfectionnisme qui mène à l'abandon. Lors des jours difficiles, l'objectif ne doit pas être la performance, ni l'excellence, mais simplement la continuité. Ne cherchez pas à battre des records, cherchez à ne pas casser la chaîne. Si vous ne pouvez pas faire votre séance de sport d'1 heure, faites 10 minutes d'étirement. Si vous ne pouvez pas écrire 1000 mots, écrivez-en 50. Ce qui compte, c'est de maintenir le lien neuronal de l'habitude vivant. Le volume peut baisser, mais la présence doit rester. C'est ici que la discipline prend le relais de la motivation. La motivation est émotionnelle et capricieuse. La discipline est logique et fidèle. La discipline, c'est l'art de faire ce que vous avez dit que vous feriez, même si l'état émotionnel dans lequel vous avez fait cette promesse vous a quitté. C'est un pacte avec votre futur soi. Les jours sans énergie, traitez vos tâches comme des non négociables, comme se brosser les dents. Vous ne vous demandez pas si vous êtes motivé pour vous brosser les dents, vous le faites par hygiène. Devenez un robot de l'exécution pour un temps limité. Mettez vos émotions de côté et concentrez-vous sur la mécanique du geste. Il est aussi crucial de pratiquer une forme intelligente d'autocompassion. Se flageller parce qu'on est fatigué est contre-productif. Cela ajoute une couche de culpabilité à l'épuisement, ce qui draine encore plus d'énergie. Acceptez que votre production sera moindre aujourd'hui. Dites-vous: aujourd'hui, mon 100% ressemble à un 20% habituel et c'est acceptable. Cette acceptation paradoxale libère souvent la tension et permet, étonnamment, de faire un peu plus que prévu. Lutter contre son état est épuisant. Naviguer avec lui est stratégique. Analysez les causes de ces jours sans énergie. Sont-ils dus à un manque de sommeil, une mauvaise nutrition, un stress émotionnel ou un surentraînement? Parfois, la chose la plus productive à faire est de se reposer stratégiquement pour revenir plus fort. Mais attention, il y a une différence entre le repos nécessaire et la procrastination déguisée en fatigue. Le test est simple. Si vous êtes capable de scroller sur votre téléphone pendant 2 heures, vous n'êtes probablement pas trop fatigué pour travailler 15 minutes. Soyez honnête avec vous-même sur la nature de votre manque d'énergie. Utilisez la règle du démarrage minimum. Négociez avec votre cerveau. Dites-vous: je vais juste travailler pendant 5 minutes, et si je veux vraiment arrêter après, j'arrêterai.
Dans 90% des cas, une fois la friction du démarrage passée, vous continuerez. L'énergie vient souvent en faisant. Le mouvement génère l'émotion. Parfois, une simple marche rapide, une douche froide ou un changement de musique peut réinitialiser votre biochimie et vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour sauver la journée. Enfin, rappelez-vous que la cohérence bat l'intensité. Une personne qui travaille moyennement tous les jours ira beaucoup plus loin qu'une personne qui travaille intensément une fois par semaine et s'effondre le reste du temps. Les jours sans énergie sont les gardiens de votre succès. Ils testent votre résolution. Si vous parvenez à faire le minimum vital ces jours-là, vous construisez une résilience indestructible. Vous apprenez que vous pouvez compter sur vous-même, quelles que soient les circonstances. C'est la victoire ultime de la discipline sur l'humeur. Leçon 5. S'entourer et se rappeler son pourquoi. L'être humain est une éponge sociale. Nous absorbons, souvent sans nous en rendre compte, les attitudes, les croyances, les niveaux d'énergie et les standards des personnes qui nous entourent. Il y a un adage qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous êtes entouré de cyniques, de plaignants et de personnes qui ont abandonné leurs rêves, il vous faudra une énergie colossale pour maintenir votre propre flamme. C'est comme essayer de garder une bougie allumée au milieu d'une tempête. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes qui grandissent, qui osent et qui agissent, leur élan devient contagieux. Votre normalité change. L'effort devient la norme et non l'exception. Votre environnement ne se limite pas aux personnes physiques. Il inclut aussi votre environnement numérique et informationnel. Que consommez-vous dès le réveil? Des nouvelles anxiogènes, des polémiques stériles sur les réseaux sociaux, ou bien des livres, des podcasts, des articles qui vous élèvent et vous instruisent. Vous devez devenir le conservateur impitoyable de votre propre esprit. Protégez votre entrée mentale comme une forteresse. Chaque contenu que vous consommez est soit une nourriture qui vous fortifie, soit un poison qui vous affaiblit. Créer un écosystème inspirant est une stratégie active pour maintenir votre motivation à flot. Cependant, l'environnement extérieur ne suffit pas si le feu intérieur est éteint. C'est là qu'intervient le pourquoi. Friedrich Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Votre pourquoi est votre ancre profonde. Ce n'est pas un objectif superficiel comme gagner de l'argent ou avoir des abdos. C'est la raison émotionnelle et viscérale derrière l'objectif. Est-ce pour offrir la sécurité à votre famille, pour prouver à vous-même que vous en êtes capable, pour avoir un impact sur le monde, pour ne pas avoir de regrets sur votre lit de mort? Quand la motivation disparaît, quand la fatigue s'installe, quand les obstacles semblent infranchissables, la logique ne suffit plus. C'est l'émotion liée à votre pourquoi qui vous sauvera. Vous devez creuser profondément pour trouver cette raison. Utilisez la technique des 5 pourquoi. Si vous voulez faire du sport, demandez-vous pourquoi. Pour être en forme. Pourquoi voulez-vous être en forme? Pour ne pas être essoufflé. Pourquoi? Pour pouvoir jouer avec mes enfants. Pourquoi est-ce important? Parce que mon père ne jouait jamais avec moi et je veux être un meilleur père. Voilà. Vous êtes passé d'un objectif esthétique à une mission identitaire profonde. C'est ce genre de pourquoi qui transforme les obstacles en carburant. Rappelez-vous souvent ce pourquoi. Écrivez-le. Relisez-le dans les moments de doute. Il agit comme une boussole dans la tempête. Il donne un sens à la souffrance de l'effort. L'effort sans sens est une torture. L'effort avec un sens s'appelle le sacrifice ou la passion. Connecter vos tâches quotidiennes, même les plus banales, à cette vision supérieure change votre perception de l'effort. Remplir ce tableau Excel ennuyeux n'est plus une corvée administrative. C'est une brique que vous posez pour construire l'empire qui mettra votre famille à l'abri. L'isolement est l'ennemi de la motivation à long terme. Cherchez des mentors, des partenaires de responsabilité, accountability partners, ou des communautés qui partagent vos valeurs. Le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre attend votre travail ou observe vos progrès peut suffire à vous faire passer à l'action quand vous préféreriez ne rien faire.
Nous sommes des animaux tribaux. Nous sommes programmés pour ne pas décevoir la tribu. Utilisez ce levier psychologique à votre avantage. En fin de compte, la combinaison d'un environnement porteur et d'un but profond crée une armure invincible. L'environnement réduit la friction de l'action et le pourquoi augmente votre tolérance à la douleur de l'effort. Ne laissez pas le hasard décider de vos fréquentations ou de vos pensées. Soyez intentionnel. Construisez votre monde de manière à ce que la réussite devienne l'option par défaut et non un combat permanent. Votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas en luttant contre un environnement toxique ou en naviguant sans boussole. Construire du momentum, ce n'est pas aller vite, c'est avancer sans s'arrêter. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire un pas de plus vers la vie que vous voulez vraiment. Commencez aujourd'hui, même petit. Restez constant, croyez en vous et souvenez-vous, ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Maintenant, passez à l'action.